Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Le crime organisé. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à UHT et RCFM pour suivre en notre compagnie ce nouveau numéro de Contraste élaboré en partenariat avec Corse Matin. Un chômage qui repart à la hausse, une précarité qui touche un Corse sur 5, une économie qui cherche encore et toujours les voies de son développement. La rentrée sociale 2016 est conforme aux précédentes. Alors pour en parler avec nous sur ce plateau, mais aussi pour évoquer plus largement l'action syndicale et ses perspectives, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Battestini, secrétaire de l'UDCGT de Haute-Corse. Jean-Pierre Battestini, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous serez interrogé par Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Bonsoir. Alors entrons immédiatement dans le vif du sujet avec cette rentrée sociale. Sans beaucoup de mobilisation syndicale, le 29 septembre, un rassemblement pour demander la revalorisation des retraites s'est tenu devant la préfecture d'Ajaccio. Peu de monde, tout comme le jour de la mobilisation contre la loi travail. Les salariés ont renoncé, Jean-Pierre Battestini. Écoutez, nous avons vécu en 2016 une mobilisation sociale de grande ampleur sur la loi travail, avec 14 journées d'action contre une loi qui vraiment est la plus rétrograde en matière sociale. D'ailleurs, la France vient d'être a été rappelée à l'ordre par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, puisque son comité économique et social a fait une note à la France en disant que cette loi travail remettait en cause les conventions collectives, précarisait l'emploi, flexibilisait l'emploi et faisait que la France se retrouvait aux côtés de pays comme la Chine pour les restrictions du droit du travail. Cela dit, forte mobilisation qui s'est soldée par un échec. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a résignation cette rentrée? D'abord l'échec, il faut voir un peu dans quelles circonstances ce mouvement s'est déroulé et continue à se dérouler, parce que si vous parlez d'échec, je veux dire, il y a beaucoup plus de gens qui sont contre la loi travail aujourd'hui. Dans le sens où la loi n'a pas été retirée. La loi n'a pas été votée. Elle a été appliquée avec le 49.3. Mais elle a été votée. Elle n'est pas encore en application. Elle n'a pas été débattue, mais elle a été votée. Elle a été votée. Vous savez, d'autres lois ont été votées comme le CNE, le CPE, et puis ensuite, avec des mobilisations, avec des recours juridiques, comme le contrat nouvelle embauche, qui prévoyait qu'on pouvait licencier n'importe qui avant 2 ans sans justification. Eh bien, l'Organisation internationale du travail l'a retoquée et le gouvernement a été obligé de la retirer. Donc vous ne désespérez pas? Pas du tout. Et surtout que l'opinion publique, la majorité des syndicats, aujourd'hui, sont de notre côté. Donc il y a eu, grâce à ce mouvement, un grand débat au niveau national dans des circonstances difficiles. Rappelez-vous quand on traitait le secrétaire général de la CGT de terroriste, au moment où la France subissait des attentats. C'est-à-dire qu'on mettait sur un même plan les salariés qui, à visage découvert, défendaient le droit du travail, proposaient des solutions pour réduire le chômage, et en face, on avait ce n'était pas la situation de 1995 où la forte mobilisation avait fait reculer le gouvernement Juppé, c'était pas la manifestation du CPE où Villepin, finalement, où Chirac a suspendu la loi. Là, on en était quand même loin. Et le gouvernement socialiste n'a pas cédé. Il n'a pas cédé, mais moi, je pense que cette loi, pour moi, elle est mornée. Même si aujourd'hui, pour des raisons électoralistes et de posture... Il n'y a pas grand-chose dans cette loi au final. Il n'y a pas grand-chose. Elle a été vidée de sa substance. Vous voyez que l'Organisation internationale de l'ONU fait une note à la France pour montrer les dérives antisociales de cette loi, ce n'est pas rien. Donc ce qui était avant l'exception, à savoir la version des normes où on pouvait déroger au droit du travail de manière exceptionnelle dans l'entreprise, devient aujourd'hui la règle. Et d'ailleurs, alors que les décrets d'application ne sont pas encore paru, il y a déjà des branches, comme dans la métallurgie, qui mettent en place cette loi travail où, par exemple, la durée du travail se calculera sur 3 ans. C'est-à-dire qu'on pourra travailler 2 ans sans avoir des heures supplémentaires, même si on travaille 45 ou 50 heures par semaine. Et la troisième année, sans avoir une heure supplémentaire de payer. À côté de la réforme du Code de travail que promettent, par exemple, les candidats à la primaire de droite, c'est du pipi de chat. Justement, vous parliez de... Quand on en trouve la porte, la droite, elle enfonce. Vous parliez de loi rétrograde, mais
on considère que cette bataille n'est pas perdue. La position qui se prépare après la présidentielle, on parle du retour aux 39 heures, on parle de porter l'âge légal de la retraite à 65 ans, du retour aux heures sup. La posture amère, elle n'est pas dans le El Khomri, elle est plutôt à venir. Disons que c'est une porte ouverte. Je veux dire, on n'attendait pas d'un gouvernement de gauche qui a été élu pour lutter contre la finance. Je vous rappelle les propos au Bourget du président Hollande. Son ennemi, c'était la finance. Et une fois élu, son ennemi, c'est le Code du travail. Donc c'est vrai qu'il y a un certain désappointement des électeurs qui voient que bien les alternances se font, mais que les politiques se poursuivent. D'ailleurs, François Hollande n'a rien remis en cause des décisions de Sarkozy qu'il avait prises auparavant, notamment sur la retraite. Au contraire, il les a poursuivies. Donc il y a un certain désappointement des gens. En plus, il y a eu aussi la division syndicale qui n'a pas aidé. Et ce désappointement fait que, c'est vrai qu'au niveau politique, il n'y a pas de perspective aujourd'hui. On est obligé de choisir entre le pire et le moins pire. Et le résultat, c'est le Front National qui tire la marron du feu. Est-ce que vous n'avez pas un problème de positionnement? Parce que lorsque vous êtes face à un refus comme celui du gouvernement, et avec la droite, ce sera certainement de la même manière, voire pire, est-ce que le positionnement syndical ne doit pas évoluer? Est-ce que vous ne devez pas voir l'exemple de la CFDT, par exemple, ou de ce qui était faux à un certain moment, avec un partenariat plutôt qu'un affrontement Écoutez, nous, la CGT, on est un syndicat pragmatique. On a des adhérents de toute tendance politique, aussi bien en Corse qu'en plan national. On cherche bien sûr des compromis, mais à condition que ça se fasse sur des bases progressistes. Pendant ce conflit aussi, il y a eu toutes sortes d'avancées sociales dont on ne parle pas, notamment pour les jeunes qui se sont mobilisés. Bon, pas en Corse, malheureusement, on est la seule région de France où l'université ne s'est pas mobilisée contre le travail alors que la précarité touche des centaines d'étudiants. Mais ça, c'est un sujet à part. Mais on a eu, par exemple, pour les routiers, qui ont obtenu justement que cette loi travail ne s'applique pas à leur profession. On a vu dans la convention collective de la SNCF, où justement on voulait mettre en concurrence avec la loi travail tous les cheminots, quel que soit la SNCF ou dans d'autres compagnies, eh bien on a obtenu aussi des avancées avec une convention collective. Donc il y a eu tout au long de ces mois des victoires sociales, des appuis sur lesquels on pourra continuer de s'appuyer. Vous êtes perçu quand même, vous le savez, comme un syndicat essentiellement contestataire. Alors ça, c'est une perception qui est fausse. Un syndicat de classe. On signe 84% des accords d'entreprise. Oui, mais et pas forcément comme une force de proposition. Même si vous signez les accords d'entreprise, c'est vrai. Mais par exemple, pourquoi vous refusez mordicus l'idée du travail le dimanche? Parce que le travail du dimanche. Écoutez, aujourd'hui, les enquêtes qui sont faites, y compris dans certains secteurs, montrent qu'il n'y a pas d'augmentation du chiffre d'affaires des magasins lorsqu'ils ouvrent le dimanche. Et souvent, et en plus, ça détruit, non seulement, ça ne crée pas d'emploi, mais ça en détruit. L'exemple de l'Italie, qui est pas loin de nous, montre que depuis qu'on a libéralisé en Italie tous les magasins le dimanche, l'emploi s'est réduit parce qu'on a fermé beaucoup de petits magasins. Et en plus, quand même, aujourd'hui, avec Internet, avec toutes les possibilités, laisser souffler un peu les gens. Oui, mais la modernité aujourd'hui, ce n'est pas de revenir 100 ans en arrière. Sans doute, mais en temps de crise... On revient 100 ans en arrière, ça fait 100 ans qu'on a obtenu la gratuité, le repos du travail dominical. Mais en temps de crise, ce qui compte pour les salariés, c'est la fiche de paye. Bien sûr. Et c'est un complément de revenu. Bien sûr. Alors, est-ce que vous allez dans le sens d'intérêt des salariés? Bien sûr. D'ailleurs, dans beaucoup... certains ne sont pas contents de ne pas travailler dans beaucoup d'entreprises, lorsqu'on laisse les salariés choisir lors de référendum, eh bien, une majorité, souvent, on l'a vu à la FNAC, on l'a vu à Smart, on a vu dans plusieurs endroits, refusent de sacrifier leur vie familiale, leur vie tout court, pour des gains qui seront vite repris par des blocages de salaire. Donc, on est passé un peu vite sur les jeunes qui ne se mobilisaient pas. Moi, je voudrais vous parler des salariés qui ne se syndicalisent pas. Oui. C'est pas préoccupant pour la force du mouvement. Pourquoi les gens n'adhèrent plus à la démarche des syndicats, CGT et autres? Et pour la CGT qui risque d'être devancée au plan national par la CFDT et qui encore s'est devancée depuis quelques années déjà par le STC. Oui, de toute façon, je pense que la syndicalisation, c'est un problème pour tous les syndicats. Je pense que ce n'est pas propre à la CGT. Et en France? Et en France, et dans beaucoup de pays, aujourd'hui en Angleterre, les syndicats ont perdu la moitié de leur force. En Allemagne, malgré que pour avoir des augmentations, il faut être adhérent à un syndicat, ils ont perdu aussi des millions d'adhérents. Donc le mouvement, malheureusement, aujourd'hui, sur la syndicalisation n'est pas très porteur, compte tenu de la crise de la mondialisation. Mais ici en France, et notamment en Corse, messieurs, je vous invite à descendre de votre piédestal et d'aller voir dans les entreprises comment ça se passe. Nous, on a tous les jours des salariés qui viennent se syndiquer, mais qui disent surtout ne le dites pas à mon patron. Aujourd'hui, la raison majeure, et
on a aussi nos responsabilités. Mais la raison majeure aujourd'hui de ne pas se syndiquer, c'est la peur. Quel intérêt d'être syndiqué de manière anonyme? Je ne comprends pas. Eh ben, disons, ne pas le dire au patron. Pour avoir un conseil, pour avoir une écoute, pour avoir une information, parce que chaque syndiqué reçoit aussi une presse chez lui à la maison. Donc je vous assure que pas plus tard qu'hier, une militante d'un grand magasin à Bastia, qui n'a pas longtemps qui était à la CGT, ben, ça fait 2 ans, eh bien, tout le monde est passé aux 35 heures, elle a fait sa demande, elle reste toujours à 32 heures. Parce qu'elle est syndiquée, et notamment à la CGT. Et dans d'autres associations, on a vu une salariée qui a été mise à pied aussi parce que, voilà, elle essayait de faire valoir ses droits, alors qu'en plus, il y a une syndicalisation souterraine, selon vous? Souterraine. Disons que la raison majeure des gens qui refusent de se syndiquer, c'est la peur. La crainte pour son avenir, il y a le fait pour son que le emploi. tissu économique, c'est beaucoup de TPE en Corse. En plus, mais dans une TPE, le patron d'une TPE peut très bien se syndiquer, lui. Par contre, son salarié, il a du mal. Jean-Pierre Battistini, il y a un point sur lequel vous êtes plutôt progressiste, trop progressiste peut-être. Trop progressiste, c'est pas un reproche. C'est la durée légale du temps de travail. Vous proposez, alors que tout le monde remet en cause les 35 heures, vous proposez de descendre jusqu'aux 32 heures depuis octobre 2015. Donc ça fait un an que vous avez sorti cette proposition. Vous êtes les seuls à la faire d'ailleurs. Et pourtant, on est dans la... C'est 32 heures payées 35 ou 32 heures bien payées sûr, 32 32 heures sans perte de salaire. Hein. Mais n'est-ce pas contre-productif? Écoutez... ça décrédibilise peut-être le syndicat, non, au contraire, ça donne des perspectives. Et contrairement à ce que vous dites, on n'est pas les seuls à proposer la réduction de temps de travail. On a de plus en plus parmi les syndicats, d'économistes qui montrent... Parmi les syndicats. On dit toujours, hein, on a tout essayé pour faire baisser le chômage, ça ne marche pas. C'est pas vrai. Il y a d'abord, dans l'histoire, la réduction de temps de travail s'inscrit dans le fil de l'histoire, de l'humanité, avec la productivité. Et ensuite, on a créé quand même, et même si le rapport de l'IGAS, dernièrement, Manuel Valls a essayé de le cacher, montre que la seule mesure efficace pour réduire le chômage, c'était les 35 heures en 1997 avec 400 000 emplois. Ça va peut-être dans le sens de l'histoire. Cela dit, depuis le 1er octobre, vous parliez tout à l'heure de l'entreprise automobile Smart, ils sont passés aux 39 heures. Payés 37. Payés 37. Voilà, un cadeau de 2 heures. Voilà, ça c'est une bonne mesure progressiste qui va réduire le chômage. Jean-Pierre Battistini, pourquoi ça coûte une telle mesure? Mais écoutez, 32 heures payées 35, voilà, bien sûr. Ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût, mais en même temps, ça permet aussi de créer des emplois et donc des ressources nouvelles, hein, des recettes nouvelles, que ce soit en matière sociale ou en matière fiscale. Mais quand on voit le coût aujourd'hui de ce que coûte, par exemple, le CICE, on en est à 20 milliards par an. Et le rapport de France... du comité de suivi. Du comité de suivi de Matignon, hein, a clairement établi que c'était une gabegie et des effets d'aubaine. C'est-à-dire que ça n'avait pratiquement pas créé d'emplois, sauf à 500 000 euros l'emploi créé. Un peu comme la zone franche à l'époque. Entre 50 et 100 000 emplois créés voilà, quand même. Créés ou sauvegardés. L'objectif était de 200 000. Voilà. Mais quand vous faites le comparatif avec les 20 milliards que ça a coûté, ça fait l'emploi à 500 000 euros. Moi, à 500 000 euros, je vous crée plus qu'un emploi. Donc, vous voyez, ces exonérations-là qui manquent, pourquoi ne les gardons pas pour aider les entreprises qui sont vertueuses, qui mettent en place un dialogue social et qui vont vers les 32 heures. C'est quoi une entreprise vertueuse? Une entreprise qui, au lieu de payer ses actionnaires, comme on le voit aujourd'hui avec SFR, qui licencie 5 000 salariés, mais dans les actions... Ça, c'est les grosses entreprises, ce n'est pas les plus nombreuses. Il y en a beaucoup aussi en Corse qui bénéficient beaucoup d'aide avec le crédit d'impôt Corse, avec le CICE. On donne quand même 50 millions d'euros par an de CICE aux entreprises corses. Quel est le résultat? Le chômage progresse. On ne peut pas penser que ça a permis de sauvegarder des emplois. On ne peut pas penser ça. C'est inimaginable. Peut-être, mais à quel coût et à quel prix? Oui, mais c'est moi, si on me donne 20 milliards d'euros, ou sur la Corse, on me donne 60 millions d'euros, eh bien, je pense que la Corse ne resterait pas la région où il y a le plus d'emplois précaires, où il y a le plus de pauvres, où il n'y a pas de logements sociaux, où les enfants qui rentrent en 6e, on est la dernière région pour le nombre d'enfants qui rentrent en 6e avec des retards. Voilà. Et où il y a une surpondération de l'emploi public aussi.
Heureusement qu'il y a encore de l'emploi public, parce que l'emploi public aide la création d'emplois privés. Quand vous parlez du passage de 39 à 35 et de 35 à 32, sous-jacent aussi à la création d'emplois publics. Bon, il y avait des secteurs qui ont été asphyxiés, comme la santé et d'autres. Ça veut dire que demain, si on passe au 32, on crée à nouveau. Il va falloir faire rentrer du monde à la fonction publique. Il y a des administrations que vous connaissez bien, qui, parce qu'elles ont des problèmes, n'ouvrent plus que 4 matinées par... C'est aussi une dégradation du service public, l'abaissement du temps de travail. Au contraire, ça l'a été. Ça l'a été parce qu'on n'a pas compensé. Si on regarde le Trésor ou les impôts, le Trésor, il ouvre 4 matinées par semaine, là où il ouvrait tous les jours aux usagers. Je vais vous dire une chose, bientôt il ne va plus ouvrir du tout. Et à 32 heures, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas le fait de passer aux 35 heures. C'est le fait qu'on a supprimé 30% des emplois à la DGFiP. On est passé, ne serait-ce qu'en Haute-Corse, de 400 à moins de 300. Et j'en profite pour dire qu'il y aura une manifestation mercredi prochain avec les élus, notamment de la plaine orientale, parce qu'on va fermer toutes les trésoreries de la plaine orientale. Aujourd'hui, ce n'est plus un service qui rend un service aux usagers. Vous voyez, la taxe foncière est sortie, la taxe d'habitation est sortie. Des centaines de personnes se ruent dans les centres des impôts parce qu'il y a des erreurs. On bloque les comptes aujourd'hui, monsieur. On bloque les comptes pour 200 € des personnes qui ne doivent même pas d'impôts, tellement c'est fait de manière machinale, avec des enjeux sur les statistiques. Moi j'ai peine quand je vois des gens qui arrivent aux services fiscaux avec des erreurs qu'ils ne peuvent pas payer et dont les frais bancaires de blocage de compte vont représenter 5 fois l'amende, alors que de l'autre côté, on a des entreprises ou des professions qui ne sont pas du tout contrôlées et continuent de s'engraisser avec le crédit d'impôt compétitivité. J'ai une précision sur ces 32 heures, 35 heures. On a vu quelle désorganisation les 35 heures ont créé dans les hôpitaux. Au contraire, ça, dans les hôpitaux. Oui, parce qu'on alors vous voulez passer à 32 heures, mais vous allez renforcer encore plus cette désorganisation. Vous êtes allé dans un hôpital voir comment travaillent les gens. Vous croyez que 32 heures, c'est peu quand on fait une nuit entière auprès des malades, auprès des familles qui souffrent. Quand vous voyez ces infirmières, ces aides-soignantes dans les hôpitaux, dans les cliniques, vous croyez que 32 heures qui sortent le matin éreintées, des nuits qui sont faites entières sans se coucher pour venir en aide, quand on voit en plus qu'on a une population vieillissante en Corse, qu'on a besoin de moyens pour la santé. Quand je vois que M. Juppé préfère encore faire une zone franche alors que nos hôpitaux croulent sur les dettes, qu'il va y avoir encore un plan national de supprimer 22 000 emplois dans les hôpitaux, vous ne croyez pas que là, il y a quelque chose à faire ? Alors, juste une précision par rapport au chômage. Cette mesure 32 heures, donc, c'est dans votre esprit pour faire baisser le chômage. C'est quelque chose qui peut faire réduire le chômage durablement. Juste les chiffres du chômage au mois de septembre. Ils montrent qu'en Corse, il y a aujourd'hui 22 221 demandeurs d'emploi, une hausse de 1,7% sur un mois, mais une baisse de 0,6% sur une année. Enfin, ce qu'on note, c'est que depuis 2010, il ne cesse d'augmenter. Alors, vous mettez en cause, vous, les entreprises, de façon assez systématique, qui n'embauchent pas, malgré toutes les aides qu'on les a. Mais si les entreprises n'embauchent pas, c'est peut-être qu'elles mettent en péril leur trésorerie. Mais pourquoi elles n'embauchent pas ? On voit mal un patron ne pas vouloir développer son outil de travail. C'est parce que les carnets de commandes sont vides. Vous voyez, si on n'avait pas fait cette politique, si on continue sur cette politique d'austérité où on privilégie la baisse du coût du travail, donc des salaires, et évidemment, la consommation, on sait que c'est le moteur essentiel de la croissance. Donc on voit bien que le chômage en Corse, il y a un chiffre aussi qui est important sur le chômage, c'est qu'il a progressé beaucoup sur la catégorie B et C, c'est-à-dire des emplois précaires, plus 8%. Et sur les 5 dernières années, le chômage a bondi de 50% en Corse contre 33% au plan national. Malgré quand même, il faut le dire, des soutiens, le PEI, le crédit d'impôt, ça revient souvent dans notre discussion, dans votre discours. Il faut donner des contreparties sociales. On ne peut plus donner d'argent public. Vous le dites vous-même qui se raréfie. Il faut conditionner. Il faut les aides. Ça veut dire que quand l'État accorde une ligne budgétaire de 20 millions d'euros dans la nouvelle tranche du PEI, quand il monte le crédit d'impôt d'investissement, quand il le porte de 20 à 30%, il fait fausse route. Ou alors, quelles devraient être les conditions ? Vous comprenez aussi qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté et qui ont besoin de ça. Pour ça, il faut aider les entreprises en difficulté. Mais c'est bien, il est fléché, cette aide-là est fléchée malgré tout. Pas trop, parce que au niveau national, aujourd'hui, on donne quand même chaque année 200 milliards d'euros d'aide publique ou d'exonération.
veux dire, le CICE, c'est... Au plan national. Hein. Au plan national, oui. Mais enfin, la Corse, on peut en parler, entre les 400 millions de réduction de TVA, le statut Balladur, en fait, les entreprises n'ont pas à se plaindre. S'il y a des difficultés, ce n'est pas parce qu'on ne donne pas assez de réduction de charges. C'est qu'il y a un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui en difficulté. Et donc, je voulais revenir sur les exonérations. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il faut des contreparties sociales. Il faut absolument que lorsqu'il y a un appel d'offres dans un marché public, y compris avec de l'argent public, il faut que l'entreprise soit au minimum, voir un peu s'il y a beaucoup d'intérimaires, si elle fait une politique de réduction de la précarité, s'il y a un dialogue social dans l'entreprise, si elle permet aux salariés d'avoir des élections dans l'entreprise. Voilà, on ne peut pas continuer aujourd'hui à donner de l'argent public à une entreprise qui en met plein les poches, maltraite ses salariés, n'a pas de retombées économiques parce qu'elle emploie souvent des travailleurs détachés sans payer de charges sociales. Donc, aujourd'hui, on peut très bien aider, franchement, hein, avec les 60 millions annuels de CICE, les 40 millions annuels de crédit d'impôt Corse, ça fait 100 millions. Vous n'avez pas franchement, une vision trop noire du monde de l'entreprise en Corse, à vous entendre ces eaux-là? C'est germinal. C'est germinal. Vous parlez du monde des entreprises en Corse. Écoutez, je pense que la réalité aujourd'hui, vous ne l'apercevez pas. La réalité, c'est une précarité, franchement. J'ai vu à Bastia des retraités faire les poubelles le soir. J'ai vu des agents, j'ai une fiche de paye ici, à la fin du mois, il y a moins 41 €. Au lieu d'avoir une fiche de paye, ça c'est des centaines tous les jours. Bien sûr que ceux qui viennent nous voir à CGT, c'est quand on a des difficultés. Lorsque tout va bien, on ne va pas voir les syndicats souvent. Mais je vous assure, on est bien sûr dans le débat institutionnel, le statut de résident, la corsicisation des emplois, enfin tout le pipeau qu'on nous bassine depuis des années. Mais la réalité, c'est une dégradation. Alors, on a eu un débat. Mais les patrons sont les seuls responsables selon vous? La politique. Où il y a une crise aussi mondiale. La crise, pas pour tout le monde. En Corse, il n'y a jamais eu autant d'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Pourquoi en Corse, alors qu'on a le revenu fiscal par habitant le plus faible, soi-disant qu'on est tous pauvres, on a le dépôt bancaire par habitant le plus élevé? Ça, c'est des chiffres quand même. À un moment donné, ça devrait interpeller. Pourquoi les banques en Corse regorgent d'argent? Bon, sûrement, il y a du travail au noir, mais aussi toutes ces mannes financières qui sont gaspillées et qui vont dans les coffres d'une minorité de gens, et alors qu'une majorité souffre de la situation sociale et des politiques menées. Je vais confirmer ce que vous nous dites sur la précarité. Un habitant sur 5 vit avec moins de 970 € par mois, et la moitié d'entre eux avec moins de 760 €. C'est extrait d'un rapport qui a été présenté par l'exécutif au mois de septembre, qui a été voté par l'Assemblée de Corse, un plan de lutte contre la précarité qui devrait être mis en place en janvier. Quelles sont les mesures que vous préconiseriez, vous, dans ce domaine, dans la lutte contre la précarité? Contre la précarité, déjà, il faut que le monde du travail, que les droits des salariés soient mieux respectés, que les comités d'entreprise aient un droit de regard, qu'on active le dialogue social. Et en même temps, quand je vois que l'Assemblée de Corse, la première mesure qui est prise pour lutter contre la précarité, c'est d'augmenter les taxes sur l'essence, alors que nous avons les carburants les plus chers de France, qu'une étude de l'INSEE montre qu'en Corse, un Corse pour se déplacer pour un cabinet médical, pour une grande surface, pour le quotidien, utilise 2 fois plus la voiture, enfin un trajet 2 fois plus long. Donc on est contraint de prendre sa voiture. Ça n'impactera que très faiblement le coût du carburant. Ça impactera déjà alors qu'il y a un niveau exagéré. Remarquez qu'on a 15 à 20 centimes de litre le plus cher qu'au plan national. Et la première mesure que prend M. Simeoni pour lutter contre la précarité, c'est d'augmenter encore ce prix qui va bien sûr impacter davantage quelqu'un qui a un petit revenu que quelqu'un qui a un gros revenu. Voilà, donc je ne vois pas comment l'Assemblée de Corse, qui prétend que la précarité est une priorité, fait encore un diagnostic. Le diagnostic est partagé, mais aujourd'hui... L'Assemblée va proposer, ou l'exécutif va proposer d'ici la fin de l'année des mesures concrètes dans le cadre de ce plan de lutte contre la précarité. Écoutez, dans le rapport, je n'ai pas vu... Qu'est-ce que vous en entendez? Je n'ai pas vu de mesures concrètes. Il n'y en a pas encore, on les annonce. Mais c'est quoi une mesure concrète contre la précarité? Contre la précarité, d'abord, il faut agir en amont. Moi, pour la CGT, pour le syndicalisme, la précarité, ce n'est pas aider à la charité, même s'il en faut. Il faut éviter que les gens deviennent précaires. C'est de créer des richesses, donc. C'est créer des richesses et partager les richesses. Parce qu'aujourd'hui, les richesses, on n'en a jamais créé autant. Qui les richesses? Ce sont les entreprises. Les entreprises, oui, mais elles sont mal réparties. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il faut travailler 42 jours
pour un travailleur travaille 42 jours pour rémunérer l'actionnaire, alors qu'il n'en travaillait que 11 jours et à peine 30 ans. Donc ce déséquilibre dans le partage des richesses est la raison majeure de la crise. Quand vous parlez d'actionnaires, est-ce que c'est la réalité de l'entreprise en Corse? Parce que moi j'entends aussi pas mal de patrons qui disent non, on ne se paie pas, nous on ne prend pas un salaire parce qu'on n'y arrive pas, quoi, tout simplement. Mais ça existe ça aussi, c'est une réalité qui existe. Parce que la réalité de l'actionnaire du CAC 40, elle n'est pas, ou des grandes entreprises, elle n'est pas très répandue en Corse. Mais aujourd'hui, s'il manque 80 milliards d'euros chaque année dans le budget de l'État et qu'il manque autant dans les budgets des collectivités locales, on voit que les départements ne pourront peut-être même plus payer le RSA à la fin de l'année. Donc c'est bien qu'il y ait un problème de recettes, c'est bien qu'aujourd'hui il y a un problème de répartition des richesses. Et donc là, si on ne s'attaque pas à ce problème, je ne confonds pas les petites entreprises et souvent les dirigeants d'entreprises qui ont souvent des salaires même inférieurs. Mais j'en vois aussi beaucoup qui viennent aussi des fois, qui ne sont pas imposables sur le revenu, mais qui ont des voitures de luxe. Donc là aussi, il faut un contrôle, il faut une répartition des richesses, il faut augmenter les salaires, parce qu'aujourd'hui, la politique qui est menée depuis trop longtemps de baisse du coût du travail conduit à l'augmentation du chômage. Et la courbe ne va pas s'inverser cette année. Alors, vous avez commencé à évoquer la fiscalité. Alors, cette semaine, le Premier ministre Manuel Valls, qui était à l'Assemblée des régions de France, a annoncé le transfert d'une petite partie de la TVA qui viendrait compenser la disparition de la DGF, c'est la dotation générale de fonctionnement, pour les collectivités, en particulier pour les régions. Vous avez des réticences sur cette mesure. Pourquoi ? Écoutez, aujourd'hui, on s'aperçoit que la Commission européenne, bien sûr, veut affaiblir les États pour mieux faire avancer sa politique libérale de baisse du coût du travail, justement, et de rentabilisation du capital. Et on voit bien que les États sont aujourd'hui des obstacles. Donc il faut les affaiblir. Et donc Hollande, bien sûr, se plie à ces injonctions. Il avait dit, même dans sa campagne, il a créé des régions très fortes, très puissantes. Et bien sûr, il faut les doter de moyens. D'autant qu'on a baissé, avec le pacte de responsabilité, de 11 milliards les dotations aux collectivités locales. Et la CTC a perdu, je crois, 50 millions d'euros sur les 3 ans. Et le département, même encore plus. Donc ils cherchent à réparer un petit peu ce manque à gagner pour les régions. En même temps, transférer la fiscalité pour une indépendance financière. En fin de compte, c'est cette orientation qui est donnée. Déjà sur une marge de manœuvre financière qu'elle n'a pas aujourd'hui. L'autonomie fiscale. Écoutez, moi je vois qu'en Corse, par exemple, on utilise pour nos besoins de services publics, pour l'aide aux entreprises, on utilise 2 fois plus d'impôts qu'on en recouvre. Rien que l'enveloppe de continuité territoriale, même si elle est gelée de 187 millions d'euros, recouvre à peine, un peu moins que tout l'impôt sur le revenu que l'on recouvre en Corse. Moi, je me pose la question. Oui, bon, enfin, ça dépend des années, mais je crois que c'est 200 millions d'euros l'impôt sur le revenu. 220. Oui, bon, mais cette année, ça va baisser l'impôt sur le revenu, et donc ça va amoindrir encore les budgets. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'autonomie financière, elle va se traduire par quoi? Et on le voit déjà, la hausse des impôts locaux. La hausse des impôts locaux. Même ça, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Mais elle va s'accentuer. Parce que vous dites... Et même M. Simon, il a dit, l'année prochaine, il est possible qu'il décide d'augmenter la taxe sur les transports que payent tous les Corses. Vous allez encore plus loin sur la territorialisation de l'impôt, à savoir vivre sur une région, un département, sur ses propres ressources. Vous dites que ça entraînerait rapidement une baisse catastrophique du niveau de vie d'une majorité de Corses. Tout à fait. C'est les plus faibles qui seront pénalisés, parce que quelles ressources, on voit déjà les difficultés qu'on a pour financer les hôpitaux, quelles ressources pour nos services publics, nos écoles. Donc vous restez sur ce système pyramidal qui fait que c'est l'État qui donne ses ressources aux collectivités locales et territoriales. La solidarité, c'est quelque chose c'est un progrès. Je veux dire, on a l'impression qu'on revient bientôt à l'ancien régime des provinces avant la Révolution française, où chaque province va se faire concurrence par rapport à une autre. Et quand on voit le poids que représente la Corse par rapport aux autres régions, et s'il n'y a pas cette solidarité, eh bien, le niveau de vie des Corses va baisser. Ou alors, les impôts locaux vont augmenter fortement. Il est possible qu'on ait un SMIC ici inférieur à 1 000 euros, comme certains le souhaitent. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres ressources fiscales, en particulier sur les résidences secondaires, qui souvent sont des petits châteaux? Mais nous, on n'est pas fermé à des nouvelles ressources. Mais lorsque je vois qu'on veut faire encore une zone franche, qui a coûté près d'1 milliard d'euros, entre 1996 et 2005, avec la sortie en sifflet. 1 milliard d'euros pour créer quoi? À part, comme je l'ai dit, mettre de l'argent dans les banques. Pour maintenir l'existant. Pardon? Pour maintenir l'existant. Écoutez, avec 1 milliard d'euros, on maintient la précarité et la pauvreté. Moi, c'est quelque chose... des entreprises qui ont été maintenues à flot parce qu'elles n'avaient plus de quand vous trésorerie. voyez qu'un chef d'entreprise ne payait pas d'impôts,
pas de cotisation sociale et que son salarié au SMIC, lui, payait tous les impôts, d'abord, c'est quelle justice et puis quelle efficacité. Donc, il faut, certes, créer des ressources. En même temps, il faut lutter contre la fraude fiscale et sociale qui est très importante au plan national et au plan local. Mais il ne faut pas refaire les erreurs du passé avec des zones franches qui ont été encore une gabegie, encore pire que le CICE qu'on constate aujourd'hui. On arrive à la deuxième partie de l'émission. Mais juste avant, une question. Pourquoi est-ce que vous avez déclaré que la Corse ressemblait à un paradis fiscal? Un paradis fiscal, eh bien... C'est quand même très connoté, un paradis fiscal. Hein. Oui, mais bon... Vous l'aviez déjà dit en 2000, vous aviez parlé d'un Monaco bis. Mais quand avec la zone franche, à un moment donné, ça a été... Bon, plus personne... Enfin, par les salariés et retraités, plus personne ne payait d'impôts. Aujourd'hui, quand on voit le désengagement aussi de la Direction générale des finances publiques, que je connais un peu, il n'y a plus de services fiscaux en Balagne des entreprises. Tout est désorganisé. Je veux dire... c'est pas l'image d'un paradis fiscal que vous décrivez là. Ben oui, parce que, moi je vous dis, aujourd'hui, c'est pas... On n'attire pas grand monde, en tout cas. Pas de grands financiers. Moi, ce que je veux dire, c'est par rapport à ces transferts de fiscalité que si on allait vivre aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles on recouvre les impôts, dans les conditions avec l'exonération massive qu'il y a pour les entreprises, on va assister à un transfert massif de fiscalité sur les ménages et à un affaiblissement drastique de nos ressources. Et je ne sais pas si demain... RCFM pourra fonctionner, ou Viastel aussi, avec les impôts qu'on collectera en Corse. Corse matin, je ne sais pas. Alors, nous arrivons au terme de notre première partie d'émission. Vous allez maintenant débattre avec votre contradicteur, qui est un chef d'entreprise, qui est un hôtelier de plein air, c'est Dominique Sobrini. Dominique Sobrini, bonsoir. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté de jouer ce rôle. Je vous laisse maintenant débattre durant une dizaine de minutes avec Jean-Pierre Battesti. Monsieur Battesti, je vous ai écouté, longuement d'ailleurs, et je voulais vous dire deux choses. Moi, j'ai envie de vous proposer un deal. Allons-y. Je vous ai écouté dire que c'est l'entreprise qui crée des emplois. Ben oui. Donc, au lieu de protéger les emplois, il faut sauver l'entreprise. Et je pense que vous prenez le problème à l'envers. Ce n'est pas la protection... Laissez-moi terminer. Ce n'est pas la protection de l'emploi qui est importante, c'est la protection de l'entreprise, parce qu'elle est la seule créatrice d'emplois. Ensuite, je vous laisserai répondre. Deuxième petit point, vous posez en permanence, votre syndicat pose en permanence la lutte des classes. Je pense que c'est un mot écoulé, qui n'a plus de sens, et il est temps de peut-être d'arriver à un syndicalisme de type nord-européen qui appellerait plus de collaboration et de partage que de combat et de conflit. Que pensez-vous d'un chef d'entreprise? Eh bien, un chef d'entreprise, c'est un monsieur qui essaye d'avoir un maximum de productivité. Pour avoir un maximum de productivité, il faut des salariés contents, bien rémunérés, respectés et contents de leur travail. Donc je ne pense pas que l'objectif d'un chef d'entreprise soit de maltraiter ses salariés. Et j'en veux pour preuve votre présence au titre d'un syndicalisme CGT de la fonction publique. Peut-on imaginer un chef de service de la fonction publique qui va maltraiter ses salariés? Bien sûr. Mais malheureusement. Je pense que, et j'en ai terminé, je pense que les résultats des élections et la chute vertigineuse de ce type de syndicalisme va sur la fin. Et moi, je vous propose, comme Jean-Jacques Rousseau, de considérer que l'homme est bon, au moins qu'il n'est bon, et essayer de participer à la sauvegarde de nos entreprises. Et je termine en disant, quand on parle de maintien des droits acquis dans un système en récession depuis quelques années européen, pour ne pas dire occidental, quand une entreprise va mal, le chef d'entreprise, il dépose le bilan, pointe à la ligne. Et je crois que l'objectif numéro un, c'est le maintien de l'entreprise. Je vous écoute, M. Battesti. Écoutez, bien sûr, d'abord, il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Hein, il peut y avoir des entreprises sans patron, hein, on voit des scopes qui se développent, il peut y en avoir aussi, par contre il ne peut pas y en avoir sans salariés. Et sur la lutte des classes, bon, malheureusement c'est pas moi qui le dis, elle existe toujours, plus que jamais, elle est exacerbée, puisqu'on voit que bien, une classe dominante écrase une majorité de population, et les transferts de richesses sur une minorité n'ont jamais été aussi flagrants, et il y a encore l'Europe qui résiste un peu, et on veut
On veut justement que toutes les garanties sociales qui existent un peu en Europe, qui est un peu le modèle, disparaissent. Et donc, la lutte des classes est toujours d'actualité. En même temps, moi, les deals, moi, je suis prêt à les prendre. Je vois, par exemple, qu'aujourd'hui, en Corse, pourquoi pas consacrer un peu d'argent qui est donné sans contrepartie à aider à ce que les saisonniers puissent obtenir un CDI, par exemple. Ça pourrait permettre justement aux entreprises d'avoir un personnel qualifié qui serait encouragé pour venir d'année en année. Et je pense que c'est une question qu'on pourrait développer. Parce qu'en même temps, on voit bien que c'est dans les micro-régions à forte potentialité touristique, que l'extrême sud de la Balagne, c'est là qu'il y a le plus de pauvres d'après ce que dit l'INSEE. Donc moi, les deals, dans la mesure où ça améliore les conditions de travail des gens, où ça crée de l'emploi, on est toujours partant. Sauf qu'aujourd'hui, on nous propose que des reculs sociaux. Et vous pensez que le syndicalisme de classe ou de lutte va vivre ces derniers jours? Bon, c'est sûr que je vous ai déjà lu par le passé, vous avez des positions assez radicales. Vous avez même dit qu'à un moment donné, ça ne servait à rien de faire une compagnie maritime corse. Et si on gardait les mêmes salariés, il fallait licencier les 2000 marins pour trouver une solution. Bon, je ne pense pas que ce soit des positions progressistes et malheureusement raisonnables. Et l'avenir de la Corse, ce n'est pas aussi le système low cost que vous semblez privilégié, parce que le système low cost, on le voit, mais compris même dans le maritime dernièrement, hein, parce qu'en Italie, à Gênes, et donc 3 bateaux de la Corsica Ferry auraient eu des certificats de navigation non conformes. On voit bien que le low cost, non seulement appauvrit les pays, appauvrit les conditions de travail des salariés et mène dans l'impasse. Donc moi, les deals, OK, à condition qu'on discute pour améliorer les conditions de travail des salariés, faire baisser la précarité, faire que les heures travaillées soient déclarées. Aujourd'hui, dans les TPE notamment, la moitié des salariés de TPE travaillent plus que ce qui est écrit sur leur fiche de paye. Donc voilà, c'est des vrais problèmes concrets que je vous demande. Moi, je suis prêt à discuter. Je vous remercie d'évoquer la SNCM, qui est quand même un grand succès. 100% de trafic. Écoutez, ce qui se passe depuis, en tout cas, c'est pas mieux. Hein. 100% de passagers il y a une vingtaine d'années. Oui. Nous sommes arrivés à 17%. Et pour cause. Nous sommes arrivés à 17%. Et je pense que vous parliez... On va encore baisser, d'ailleurs. Je pense que vous parliez des centaines de millions qui aident les entreprises. Combien avons-nous englouti de milliards pour payer les marins CGT. Les marins CGT. Les marins CGT. Leurs salaires, ils sont en public. Les marins CGT payent leurs impôts. Ils s'y sont mis il y a quelques années pour ruiner le port de Marseille avec les dockers. Ceci étant, je vous précise que j'ai dernièrement participé à une réunion sur la diminution des conventions de branche en Corse. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la Corse. Bon, les grandes entreprises. Mais la Corse n'est pas sur notre planète, monsieur Sombré. Et typologiquement, oui, on a des TPE essentiellement. Oui. Et j'ai rencontré des représentants CGT, progressistes jeunes, qui étaient prêts, ensemble, à avancer. Donc, pas désespéré. Oui, tout à fait. Je vous demande d'emboîter le pas, et je vais être plus sévère pour les marins CGT. Non, vous avez dit qu'il fallait licencier tous les marins, pas seulement ceux de la CGT. Je considère, des fois il y a des propos un peu excessifs pour impacter l'image. Oui, mais si vous considérez qu'ils ne sont pas responsables, il n'y a pas de développement économique sans communication. La communication, ils l'ont assassiné. Et grâce à eux d'ailleurs, vous devriez les féliciter, un capitaliste avec un bateau couleur citron a fait des milliards. Il faudrait les féliciter. Ça, c'est la Commission européenne et les instances régionales qui ont facilité à faire des milliards et à couler à la SNCF. C'est pas les marins. Hein. Une excellente action. Ils ont tué le service public pour faire profiter à une entreprise capitaliste. C'est un très bon travail. En ouvrant justement la Commission européenne le libéralisme au niveau du maritime en 2002, on avait une compagnie qui faisait un bon service. On avait un excédent dans l'enveloppe de continuité territoriale. Aujourd'hui, l'enveloppe est plombée. D'ailleurs, c'est pas sûr que le gouvernement nous laisse les 187 millions d'euros si on veut en prendre la moitié pour faire du goudron et des routes. Là, j'avoue que sur cette question du maritime, et je discute tous les jours avec des marins de la CMN ou de Corsica Linea, vous savez, ils n'ont pas sabré le champagne lorsqu'il a été annoncé la vente des 2 bateaux et la création des CEMOP qui va liquider à moyen terme le service public maritime et qui va laisser la quasi-totalité du trafic passager au low cost de la Corsica Ferry. Donc c'est pas la faute à la CGT. Mais bien sûr, c'est la faute à la CGT. Mais oui, regardez. C'est sur des tarifs excessifs. Qui c'est qui fixe les tarifs?
Vous croyez qu'ils ont baissé les tarifs aujourd'hui? Non, pas du tout. Regardez ce qui s'est passé en Sardaigne lorsqu'on a supprimé la compagnie publique. Écoutez, 70% de hausse. Il n'y a pas la CGT. Non, mais écoutez, Voilà. vous avez d'une part un service public qui par 274 grèves. 274, la grève du peignoir, la grève Mais arrêtez. Vous avez vu la condition de la privatisation? On a payé combien pour Butler? Là où il y a un gâchis, là où il y a un scandale. Tout à fait. Là où il y a de l'argent perdu. C'est pas les marins qui se sont mis dans les poches. J'ai fait partie des gens qui ont écrit au président de l'exécutif de l'époque de poursuivre Butler Voilà, les scandales. sur la vente des actions. Mais sur des points. On traite les salariés comme des voleurs. Le problème que je voudrais vous faire passer, Mais je connais votre problème. c'est qu'on n'est pas... Je vous répète. Oui, mais moi je ne suis pas contre les petites entreprises. Un patron de TPE, Oui, tout à fait. il n'a qu'un J'en ai dans ma rêve. famille. Il n'a qu'un rêve, avoir des salariés satisfaits, un bon salaire et que ça tourne. Et pour que ça marche, il faut Parce que les que salariés soient bien payés. Et Parce qu'il y ait que une si ça augmentation des tourne salaires. pas, Oui. il n'est pas au chômage, lui. Hein. Oui. Il est à la porte. Il n'a pas de parachute doré. Évidemment, comme vous, je regrette les excès d'un certain capitalisme. Comme vous, je regrette le fait que la part de la rétribution des actionnaires soit passée en 30 ans de ce qu'elle est passée. Mais au-delà de ça, il y a un pragmatisme qui a été accepté par les syndicalistes du nord de l'Europe que vous refusez. Et j'en termine. Dans le nord de l'Europe, pour avoir Le le résultat droit au chômage, des- il faut se syndiquer. Le résultat des élections me donne raison. Quelles Alors je élections vous Quelles engage. élections, monsieur? Vous êtes arrivé à 4%, je crois, de 8% globalement sur la France et D'adhérents. environ 4% la CGT. D'adhérents, mais pas Oui. vous savez, dans les entreprises où on se présente, souvent on Mais- est élu de manière majoritaire, sans problème, Monsieur y Ladessine, compris en Corse. Par contre, je considère que pour un dialogue social, il faut un syndicalisme représentatif. Voilà. Donc, je vous engage à essayer de raisonner sur une autre vision des choses. Et l'objectif numéro 1, c'est la sauvegarde de l'entreprise, qui est la seule sauvegarde de l'emploi et, je dirais, annonciatrice du développement économique. Nous arrivons au terme du débat. Vous répondez, Jean-Pierre Si on veut garantir Battistini. le progrès social et la paix, aujourd'hui, il faut du progrès social. Et sans progrès social, on va à la catastrophe. Regardez l'actualité au niveau régional comme au niveau mondial. Chaque jour, dans la presse, vous voyez des crimes, vous voyez des procès, vous voyez pas plus tard qu'hier à Ajaccio, des profs qui se font agresser. Donc tout cela, bien sûr, ça ne s'arrangera pas si on continue cette politique. Eh bien, le débat est terminé. Messieurs, merci Dominique Sobrine d'avoir joué le rôle du contradicteur. Nous allons maintenant aborder notre troisième partie d'émission avec le débriefing. Et c'est Roger Antèche de Corse Matin qui va débuter et qui ouvre la séquence. Oui, moi, je vais volontairement être provocateur avec Jean-Pierre Battistini. Je voudrais lui dire que peut-être que lorsqu'on confiera la responsabilité des syndicats, des salariés et du privé, le discours pourra paraître Si on pourra les laisser se syndiquer, peut-être. plus pertinent, plus pertinent sur l'entreprise en particulier, parce que j'ai trouvé que votre discours, mais sans surprise, hein, j'ai retrouvé des clivages, pour ne pas dire des clichés qu'on entend ici et là, à savoir des chefs d'entreprise avides de réduction d'impôts, d'aides, de subventions. Parce qu'ils ont demandé à Juppé encore. Et l'emploi qui ne viendrait pas forcément en contrepartie. Je pense que la situation est un petit peu plus complexe que celle-là. Encore une zone franche. Mais Désolé, c'est pas moi qui ai demandé. sous le responsable syndical, j'ai vu aussi poindre, et là je trouvais le propos peut-être plus intéressant encore, le contrôleur des finances publiques avec une vigilance particulière et singulière sur la fiscalité appliquée aux entreprises, aux chefs d'entreprise, mais aux ménages aussi. On n'a pas encore parlé de votre position qui est là aussi singulière sur les suites de l'arrêté Millot, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Avec toujours en filigrane effectivement ce dogme, ça n'est assez des aides données aux entreprises, mais aussi avec des positions intéressantes sur l'argent public qui arrive en Corse. On pourrait parler, vous avez parlé des zones franches, on pourrait parler aussi donc de la fraction de TVA que l'État veut maintenant donner en lieu et place de la DGF. Et je crois que là, sur ce point-là, vous avez une vigilance qui est intéressante, parce qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant que ça va venir remplacer sou pour sou, je dirais, ce qui est donné par la DGF, parce que l'histoire de la décentralisation nous a appris effectivement que ce que l'État donnait
donnez ou reprenez ne correspondaient pas toujours les moyens, les compétences à ce qu'il se retirait lui-même. Donc je pense qu'il y a une vigilance qui est intéressante sur ce plan-là. Et sur ce plan-là, j'ai trouvé votre propos pertinent sur les entreprises. Je dis il peut mieux faire. Alors Patrick, et ensuite Jean-Pierre Battestini, vous répondez. Alors notre invité a-t-il été original dans son propos et convaincant dans ses intentions? Original, je ne sais pas. On peut reconnaître en tout cas une qualité à Jean-Pierre Battestini, c'est la constance. Mais il y a aussi le défaut de la qualité, c'est que vous êtes... C'est le non-renoncement aussi. Comment? La constance, c'est aussi le non-renoncement. On peut le concevoir ainsi, mais bon, le défaut de votre qualité, c'est que votre discours ne change jamais. Très peu. Il évolue très peu. Quand je dis le vôtre, c'est celui de la CGT. On a l'impression que vous êtes... 32 heures, c'est nouveau, en plus, vous nous reprochez. Vous répondrez. On a l'impression que vous restez bloqué dans une sorte de passé révolu, de faille spatio-temporelle, un peu au temps de Georges Ségui, l'ancien secrétaire de la CGT qui vient de nous quitter. Grand homme. Haro sur les patrons, Haro sur la finance, halte à la vie chère. Rien, je le disais, ne change dans votre discours depuis des décennies. Or, le monde change, le monde change, l'économie change, l'économie s'est mondialisée, elle s'est numérisée, elle s'est ubérisée. Oui. Il y a de moins en moins d'ouvriers, ça ne nous a pas échappé. Et on a l'impression que vous êtes resté toujours au même niveau. Alors c'est une impression de confinement intellectuel, d'immobilisme, qui est renforcée en Corse, du fait de son particularisme à la Corse, que vous êtes bientôt les seuls à la CGT à ne pas vouloir prendre en compte. Alors je vais terminer sur une note positive, je vous reconnais un grand mérite, Jean-Pierre Battestini, c'est que vous rappelez aux élus, aux politiques, vous les rappelez à leurs priorités, c'est-à-dire l'emploi, les salaires, le logement et la santé. Et c'est vrai que ces dernières années, et quand je dis ces dernières années, c'est depuis 30 ans, on a tendance à partir dans des discours fumeux autour de statuts, etc., de réformes qui ne concernent pas forcément tout le quotidien des gens, et ça c'est bien. Alors, constante du discours, constante de l'analyse, en fait, immobilisme, c'est ça qu'on vous reproche? Écoutez, est-ce que l'immobilisme? Non, je ne pense pas. Au contraire, on veut progresser, ne pas retourner en arrière. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, y compris sur la décentralisation, qu'il n'en est pas une. On va concentrer les pouvoirs dans une collectivité, on va supprimer les services publics de proximité qu'on s'est battu pour obtenir. Le particularisme corse, qui mieux que la CGT peut l'incarner? Lorsqu'on voit les conflits... C'est pas toujours évident. Hein. Ben oui, mais c'est pas évident. Mais moi, je vous démontre le contraire. Lorsqu'en 1989 ou en 1995, nous étions des milliers dans la rue, justement, pour obtenir une compensation par rapport à cette vie chère, est-ce qu'on était à contresens de l'intérêt des Corses? Je ne pense pas, puisque depuis, un salarié sur deux l'a obtenu, et ça permet aussi d'atténuer la vie chère. Sur l'emploi, on parle beaucoup de charte locale pour l'emploi, de corcisation. Mais qui se bat pour créer des emplois, pour garder des entreprises? Je ne vais pas revenir aux années 70 pour le maintien de l'usine Femenia qui produisait des machines agricoles en Corse, sur Joe Bastos avec des centaines de salariés pour développer certaines filières. Aujourd'hui, je vois à EDF, par exemple, où on a un syndicat CGT puissant. Chaque année, il y a 100 jeunes Corses qui sont employés à EDF grâce justement aux propositions progressistes de la CGT. Qu'est-ce qu'on a en face comme propositions qui sont soi-disant progressistes pour aller dans le sens de l'histoire? Rien. Sur les transports maritimes, sur les choix énergétiques, vous n'avez jamais été favorable sur les choix à tout ce qui énergétiques, pouvait si on nous avait écouté, on avait la centrale au gaz depuis 20 ans, M. Albertini. On avait la centrale au gaz à Folie qu'on nous refusait et qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde se gargarise d'avoir bientôt du gaz. On nous aurait écouté, on aurait déjà depuis longtemps la centrale au gaz non polluante. Sur le maritime, vous croyez que la CEMOP, avec les ports secondaires qui seront déficitaires, le patron, M. Patron l'a dit, il n'est pas sûr de maintenir les bateaux sur les ports secondaires dans les années à venir. Il n'est pas sûr. Donc c'est ça le progrès. C'est ça aller dans le sens de l'histoire. L'économie corse n'a pas tellement bénéficié des transports maritimes durant une cinquantaine d'années. Mais écoutez, on verra dans l'avenir, quand on va diminuer l'enveloppe de moitié, lorsque les prix vont augmenter et lorsque les rotations vont diminuer. Regardez ce qui se passe en Sardaigne. Avant d'en terminer, l'échéance présidentielle approche. La CGT a choisi de ne pas choisir de candidat, contrairement à 2012, où Bernard Thibault avait à l'époque appelé à voter pour 2012, François Hollande. Il faut expliquer le contexte. Oui, bien sûr. Pourquoi ce choix aujourd'hui? C'est-à-dire que ni la gauche ni la droite ne représentent un avenir pour vous? La CGT est indépendante, mais n'est pas neutre. Il y a une différence entre l'indépendance et la neutralité. En 2012, il fallait savoir pourquoi on avait voté. On avait appelé à battre Sarkozy.
hein, où justement Sarkozy faisait siffler la CGT à chacun de ses meetings, où il y avait en 2010 sur les retraites une volonté d'écraser le mouvement social, tout un contexte justement de régression sociale, d'attaque contre ce qu'on appelait les organismes intermédiaires, vous voyez, toute la société. Donc il y avait une volonté vraiment de faire battre Sarkozy. Bien sûr, c'est pas pour autant qu'on a obtenu ce qu'on veut avec François Hollande. Et aujourd'hui, vous ne faites aucune différence entre droite et gauche? Moi, bien sûr, je suis de gauche. La gauche a été trahie par François Hollande et son gouvernement. Mais quand on lit les programmes, cette loi travail est une loi scélérate. Et aujourd'hui, il faut arrêter de choisir entre le pire et le moins pire. Le pire, bien sûr, c'est la droite, quand j'entends les propos d'Alain Juppé, en Corse, avec encore une zone franche, supprimer les seuils sociaux pour plus qu'il y ait d'élections dans les entreprises. Mais entre le pire et le moins pire, les gens ils votent ni pour l'un ni pour l'autre, ils votent pour l'extrême droite. C'est quand même mieux que de ne pas savoir à choisir. Qui va représenter votre courant de pensée dans la présidentielle? D'abord, moi je suis un syndicaliste. Non, mais vous attendez quelque chose de la présidentielle? Oui, mais oui, j'attends aujourd'hui déjà qu'on remette la question sociale au centre du jeu. Parce que si on continue en Corse, comme au plan national, à parler d'identitaire, de burkini, de diviser les salariés entre eux, entre ceux qui sont corses, ceux qui ne sont pas corses, c'est vrai que ça pollue, ça sent pas bon, ça sent le rance. Et cette vision aujourd'hui qu'on a en Corse avec ces violences identitaires, cette montée de l'extrémisme identitaire fait peur, y compris en Corse. J'avoue que je suis aujourd'hui très, très craintif sur l'évolution en Corse de la société et aussi au plan national, parce qu'on voit que le Front National, c'est sûr qu'il est au second tour aujourd'hui, pratiquement. Oui, voilà, juste une précision. On voit que là où ils sont élus, ils ferment les bureaux du Secours populaire. C'est vraiment aujourd'hui une grande inquiétude. Juste une Mais précision. Qui a fait monter le Front National? C'est pas une proposition de la CGT, au contraire. La CGT n'appellera à voter que s'il y a menace de l'extrême droite. C'est ce que précisait son secrétaire général. Je pense. Après, personnellement, je ne sais pas quelle position je ferai. Que la majorité des électeurs du Front National sont des ouvriers, c'est-à-dire ceux qui étaient chez vous avant, ceux qui étaient peut-être partis. Il y a un désespoir. Ça ne vous pose pas un problème par rapport à l'action que vous avez menée? Tout à fait. Et on continue à la mener. Alors que ça nous coûte cher. J'ai encore eu des démissions moi, à la CGT parce que je prenais position ferme contre le Front National. J'ai des démissions. Mais est-ce qu'on doit céder pour autant? Surtout pas. Même Jean-Luc Mélenchon n'incarne pas cet espoir. La candidature un peu individualiste de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que il propose une rupture avec le capitalisme, une 6e république, des droits nouveaux aux salariés. C'est quelque chose quand même qui pourrait donner de l'espoir. Olivier Besançon aussi. Voilà, mais aujourd'hui, il faut d'abord qu'il y ait une gauche qui soit beaucoup plus large aujourd'hui, qui donne espoir, parce qu'au second tour, si on continue ainsi, il n'y aura pas de candidat de gauche. Donc ça veut dire que c'est bouché pour plusieurs années et c'est encore des souffrances qui vont s'accumuler et un désespoir pour les salariés avec ce que ça peut amener de dérives identitaires, de rejet de l'autre. On est toujours l'étranger d'un autre, de toute façon. Eh bien, Jean-Pierre Battistini, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce contraste, Roger, Patrick. Merci à vous, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, et ce sera un nouvel invité, Léo Battesti, l'homme des échecs en Corse, le jeu d'échecs, je le précise. Ecco, ci ritroviamo a domani prossimi, tanto buonasera a tutti.